Entre le premier essai clinique d'un médicament en développement et sa commercialisation, c'est-à-dire sa disponibilité pour tous, la route est longue. C'est un processus qui prend énormément de temps. La mise à disposition pour tous, c'est une autorisation de mise sur le marché. Je parlerai d'AMM dans la suite de l'épisode. C'est l'autorisation donnée au laboratoire pour commercialiser son produit. Tous les médicaments et produits de santé sont soumis à cette procédure. Le laboratoire dépose un dossier avec toutes les données de ses études précliniques et cliniques. Cela inclut l'efficacité, la tolérance d'un médicament, mais aussi les contre-indications, les précautions d'usage, enfin un tas d'informations. Pour les maladies rares, la procédure est un peu particulière, comme je l'ai dit précédemment. En Europe, le parcours réglementaire commence même avant les essais cliniques avec la demande du statut de médicament orphelin. Ce statut a précisément pour but de faire bénéficier le labo de conditions particulières d'études pour permettre aux médicaments indiqués dans des maladies rares d'accéder plus facilement au marché pour répondre aux besoins urgents des malades de disposer d'un traitement. La deuxième demande faite est celle d'autorisation d'essais cliniques, puis en interaction avec les autorités, la demande d'AMM est réalisée. C'est après l'AMM que l'on trouve la phase 4 des essais cliniques. J'avais dit que j'allais en reparler. Elle permet de suivre l'utilisation du médicament à long terme, on dit en vie réelle, c'est-à-dire le traitement pris par le patient dans la vie de tous les jours. Son intérêt est de détecter des effets indésirables rares ou des complications se manifestant tardivement, mais aussi des mauvaises pratiques, par exemple dans la prise du médicament. Toutes ces étapes se déroulent à différents niveaux. La désignation de médicaments orphelins est une décision au niveau de l'Europe. C'est le comité des médicaments orphelins de l'Agence européenne du médicament qui examine les demandes et donne son avis auprès de la Commission européenne qui émet alors la décision finale. Certains médicaments reçoivent leur AMM par l'Agence européenne du médicament et sont donc autorisés dans l'ensemble du territoire européen, alors que d'autres sont gérés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc juste en France. Ensuite viennent les étapes de négociation de prix et de prise en charge. Cela relève de la responsabilité des États, qui souvent ont des approches très différentes. C'est pour cela que le coût et le remboursement d'un médicament varient d'un pays à l'autre, mais également sa mise sur le marché, bien qu'il ait une AMM dans toute l'Europe. En France, la négociation du prix et la fixation du taux de remboursement revient au Comité économique des produits de santé. Ensuite, pour qu'il soit remboursable par la sécurité sociale ou disponible en milieu hospitalier, c'est la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé qui l'évalue et qui transmet son avis à l'ANSM. Entre l'obtention de l'AMM et la décision de prix, il ne devrait pas en théorie s'écouler plus de 180 jours. Mais cela dure souvent beaucoup plus longtemps. Selon les professionnels et les associations de patients, l'accès aux médicaments orphelins en France est jugé rapide, même si bien sûr il y a encore des efforts à faire. En France, il est possible de recourir au dispositif des autorisations temporaires d'utilisation, ou ATU, qui permettent aux patients d'accéder quand même à ce médicament, même si toutes ces étapes ne sont pas finies, et même avant l'AMM, sur la base des premiers résultats des essais cliniques, et si la sécurité du médicament est confirmée. C'est chaque pays qui possède ses propres règles. Pour faire une demande d'ATU, que ce soit pour un patient ou pour un groupe de patients, il faut pouvoir démontrer qu'il n'existe pas de traitement approprié déjà disponible sur le marché français, et que les personnes ne peuvent pas être incluses dans un essai clinique en cours. Ce sont donc toutes ces étapes législatives qui prennent du temps et qui peuvent expliquer par exemple pourquoi un médicament est déjà sur le marché aux États-Unis depuis 2 ans ou alors dans un autre pays européen et pas encore en France. C'est tout l'objectif final de la recherche, de transformer des prouesses scientifiques et des découvertes en médicaments pour soigner les patients. En général, mais cela est encore plus vrai pour les maladies rares, les scientifiques appellent ce défi le franchissement de la vallée de la mort. Cela signifie que peu de molécules prometteuses ou de traitements innovants issus des biotechnologies poursuivront leur route pour devenir des médicaments pour les hommes, car souvent, les coûts sont multipliés de 10 à 100 entre les études précliniques et le passage à un médicament pour l'homme. Cette vallée de la mort n'est pas spécifique aux maladies rares, mais elle est d'autant plus importante qu'en général, les médicaments orphelins sont des thérapies innovantes et donc représentent une plus grande prise de risque de la part des industries. Les études statistiques démontrant le bénéfice d'un médicament orphelin sont plus complexes à réaliser car les patients sont moins nombreux. Cela est également plus complexe en termes de retour sur investissement et malheureusement les industries pharmaceutiques ne peuvent pas négliger ce point. Aujourd'hui, un peu plus de 1800 médicaments ou traitements sont désignés orphelins par l'Agence européenne du médicament et environ 130 médicaments orphelins ont une AMM. Récemment, fin juillet 2021, le médicament Skyzona de Bluebird Bio a reçu une AMM. Cette thérapie génique va désormais pouvoir soigner les patients âgés de moins de 18 ans atteints d'adrénoleukodystrophie ou ALD. Un peu plus tôt, depuis début juillet, ce sont 2 nouveaux médicaments pour les patients atteints de mucoviscidose qui peuvent être utilisés, dont le Kaftrio.
Il a en réalité obtenu son AMM en août 2020, mais c'est seulement le 6 juillet 2021 qu'il devient vraiment accessible car entièrement remboursé par la sécurité sociale. Ce qui devrait à terme changer la vie d'environ 5000 sur 7000 mucos en France. Il est nécessaire de noter qu'à cause des nombreuses mutations, un traitement ne peut pas obligatoirement être donné à l'ensemble des personnes atteintes de la maladie rare. Ce médicament coûte un peu plus de 10 000 euros. En ce moment, des centaines de traitements potentiels entrent en essais cliniques, principalement des thérapies géniques, pour, on l'espère, être mis sur le marché d'ici 2030. Parmi eux, je vais te parler d'un exemple et d'un article très intéressant de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui finalement illustre concrètement et très bien la recherche translationnelle et tout ce dont on a parlé dans tous les épisodes. Le modèle partant du patient, passant par la recherche fondamentale, l'élaboration de modèles de la maladie, la recherche préclinique pour enfin revenir au patient. Je te laisse le titre de cet article ici si tu veux aller le lire. Cela concerne un nouveau traitement qui est entré en essai clinique en 2020 pour les patients atteints d'achondroplasie. Un premier enfant français a participé à cette étude clinique internationale le 30 mars 2021. Le gène muté est le FGFR3 et il provoque une production excessive de la protéine du même nom. Cela affecte la croissance osseuse et les os en général. C'est l'identification du gène responsable de la maladie ainsi que les outils de bioinformatique qui ont permis d'élaborer des modèles d'études pertinents et de croiser des patients à l'international, d'Australie jusqu'en France, afin de travailler sur une molécule prometteuse qui était jusque-là utilisée pour des patients souffrant de cancer de la vessie. Un super exemple de collaboration qui existe et qui un jour, on l'espère, amènera au traitement de toutes les maladies rares.